Lors de son passage dans l'émission Vie politique de TF1, dimanche dernier, Marine Le Pen a fait sa rentrée. On a bien compris l'optique dans laquelle elle a voulu inscrire ce retour aux médias systémiques. Présidentialisation, personnalisation, campagne de second tour d'entrée de jeu et arrondi général des angles dans cette optique. Le but est de tout faire pour gagner, bien que cela paraisse improbable aujourd'hui, ou en tout cas, le but est de perdre le moins possible, de la façon la plus prometteuse possible. Question de survie politique personnelle et peut-être de réussite lors de la prochaine échéance. Mais où en sera le pays en 2022? Sera-t-il encore possible, alors, de redresser la barre? Et d'ici là, tant de choses peuvent se passer, même avant mai 2017, qu'il faut, je crois, ranger toute ébauche de réponse à ces questions au rayon des hypothèses vaines et inutiles. Pour revenir à sa prestation du week-end, on ne saurait lui reprocher de faire le travail, d'autant que c'est plutôt habilement réussi. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Que ce soit sur le plan économique, malgré un programme terriblement daté, ou sur d'autres, elle a bien tiré son épingle du jeu. Il est vrai qu'elle a été tellement caricaturée, et que les faits ont tellement donné tort aux spécialistes et donneurs de leçons en tout genre, que désormais sa position est forte face à eux. Un point toutefois concentre toute l'attention, car il détermine l'enjeu qui est au cœur de la crise politique, morale et même vitale du pays. Et cet enjeu, ce n'est pas l'identité ou la sécurité, la guerre en cours ou l'immigration submersive, car c'est tout cela à la fois. Cet enjeu, c'est la survie même, à brève échéance de la France. De la France, pas d'un quelconque ersatz multitou, terrain vague squatté par le reste du monde et hôtel de passe bunkerisé autour de ses derniers atours pour quelques happy few mondialisés. À travers la survie de son peuple, de son histoire, de son destin, de sa culture, de sa civilisation. Or, sur la question de l'islam, Madame Le Pen a tenu un discours très en retrait, si l'on garde en vue cet enjeu. Adresse manœuvrière, chiracisation. Pour mémoire, en 1993, le RPR disait, je cite, il y a bien incompatibilité entre l'islam et nos lois, ce qui est l'évidence même. C'est un fait, et non pas une opinion. Il y a bel et bien incompatibilité radicale entre l'islam, sa loi avec un grand L, ses mœurs, et nos lois, la République, et plus essentiellement la France. Que les Mahométans soient nombreux ou pas sur notre territoire, qu'ils y soient installés depuis peu ou depuis plusieurs générations, cela ne change rien. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de principe, de fondement. Or, Madame Le Pen a déclaré l'islam compatible avec la République, donc la France. Certes avec une certaine habileté. On peut comprendre que les exigences qu'elle entend imposer à cette secte et à ses séides enquistés dans notre pays, que ces exigences entraîneraient la diminution de son influence et de sa possibilité de s'exercer à notre complet détriment. Mais pour cela, il faut décoder entre guillemets son discours, procéder à une interprétation assez aléatoire, le comprendre au titre de l'habileté politique, et pour finir, faire confiance à la personne qui le profère. Or, on peut tout aussi bien, et c'est plus direct, moins interprété, comprendre que Madame Le Pen a enclenché une étape de plus décisive dans sa normalisation, au titre de la France apaisée, qui est une expression aussi antinomique que possible à la situation réelle du pays. La laïcité n'est pas l'alpha et l'oméga de l'identité française. Elle est surtout à double tranchant. Les droits de l'homme et du citoyen n'en sont pas non plus le cœur, ne sont pas la réponse à apporter à notre déréliction identitaire et à la souffrance qui en résulte, témoin d'une urgence absolue. On ne peut pas se contenter de ce genre de replâtrage incertain. La situation exige un Churchill, pas un énième politicien de circonstance. On voudrait attirer l'attention de Madame Le Pen sur quelques faits. Selon un récent sondage, 74% des Français, et sans surprise cela monte à 94% chez les sympathisants du FN, pensent que l'islam est incompatible avec notre pays. Tel est l'état de l'opinion aujourd'hui, et on peut conjecturer, sans grand risque, que cela ne va pas s'arranger dans les temps à venir. Hélas, on a entendu Marion hier embrayer à son tour sur ce discours erroné, foncièrement et politiquement erroné. Elle l'a fait de manière nettement plus circonstanciée que sa tante, se ménageant mieux une porte de sortie, mais tout de même, elle a suivi cette pente fautive. Loyauté obligée, ce qui est estimable et également habile, sans doute.
En attendant, le FN lui aussi lâche la proie pour l'ombre, fait faux bond, et laisse toujours aussi orphelin le peuple de France. Monsieur Sarkozy doit se frotter les mains. Attention au miroir aux alouettes. Avant 2012, Marine Le Pen était au plus haut dans les sondages, les enquêtes de popularité, ou dans les audiences qu'elle faisait lors de ses passages à la télévision. Elle n'en a pas moins terminé à 18%. Et dans les dernières partielles, le FN n'a pas brillé, loin s'en faut. Moins encore, il n'a bousculé la donne. Pire, il est en net recul à l'issue du premier tour de l'élection départementale partielle dans le canton du Livradet dans le Lot-et-Garonne. Il est arrivé en troisième position, derrière la droite, arrivé en tête, et la gauche, qui se maintient bon an, mal an. Il est ainsi éliminé du second tour. On appelle cela un signal. Faible, mais avant-coureur. Nous avions une rubrique Alerte submersion, alimentée par la désastreuse chronique des milliers d'envahisseurs qui, tous les jours, convergent de toutes sortes de pays étrangers vers nos territoires pour les conquérir et les ruiner, depuis qu'ils ont vu, fait inédit dans toute l'histoire, fait stupéfiant mais avéré, que cela se pouvait pacifiquement. On doit y ajouter dorénavant la rubrique Alerte dissémination. Qui s'en souvient encore? Il y a peu, la répartition autoritaire par l'État des demandeurs d'asile et autres clandestins dans les régions et jusque dans les plus petites communes de notre territoire était une rumeur colportée par l'extrême droite, un fantasme de racistes haineux, d'alarmistes surfant sur la haine et la peur de l'autre, cette idole parfaite et vénérable devant laquelle il faut, c'est beau dire, se prosterner, se racheter de nos péchés. Les médias avaient, comme de juste, démenti cette rumeur, ce fake, ce hoax, et les décodeurs de tout poil avaient démontré que c'était totalement faux. Quand les premiers documents officiels sont sortis, que les lois ont été adaptées en prévision de ce genre d'opération, ils ont continué à décoder. Désormais, c'est officiel, et les choses se font à grande échelle, avec toute la force de l'État, qui s'érige une nouvelle fois en adversaire résolu de son peuple. Cela sur le thème « Nous avons les moyens de vous remplacer partout ». Le discours médiatique a donc lui aussi changé. C'est désormais « soyons humains ». C'est la moindre des choses que nous devions à ces envahisseurs illégaux. Et puis de toute façon, vous n'avez pas le choix. La résistance des citoyens commence à s'exprimer ouvertement, de Forges-les-Bains à Saint-Denis-de-Cabane par exemple, au fil de la lancinante et funèbre litanie des endroits réquisitionnés, des cibles de la schlag remplaciste. C'est sans doute dans le but de lutter contre les préjugés, de faire changer d'avis les ploucs, en leur découvrant les joies du fabuleux vivre ensemble, cet horizon indépassable de la francité. Néanmoins, une question se pose à laquelle personne ne répond. Plus l'on dispatche les migrants de Calais dans toute la France, plus il y en a dans la jungle locale. Comment cela se peut-il? On nous mentirait à nouveau? L'objectif ne serait-il pas de disséminer partout le produit d'une pompe aspirante sans fin afin de liquider une bonne fois le pays? Terminons par une réflexion sur l'Aïd el-Kébir, puisque, comme le Ramadan, cela devient de plus en plus une affaire française. Les désordres répugnants, les débordements occasionnés par cette fête, son caractère si manifestement hétérogène à nos traditions, les flots de sang qu'elle engendre, sa barbarie, tout cela ne peut que choquer, et bien des images le concrétisant ont circulé sur le net. On ne peut que les rapprocher de celles du dernier égorgement de masse organisé par Daesh ces jours-ci, précisément dans un abattoir, ou de ces photos de classe maternelle ou primaire, dans les pays musulmans, où l'on voit les petits autour de leur maîtresse, leur montrant la bonne façon de s'y prendre avec un mouton, en peluche, le tout un grand sourire aux lèvres. C'est qu'égorger un mouton n'est pas seulement rituel, mais limite jouissif et festif pour ces gens, alors qu'un rituel devrait être solennel et grave. Et c'est que tout koufar, ou musulman trop modéré, étant ravalé au rang de la pire des bêtes, c'est le traitement qu'ils jugent le plus approprié de leur faire subir. Daesh n'invente rien. Au contraire, fidèle au Coran, il ne redoute rien tant que l'innovation, par nature diabolique. Ce lien, ce n'est pas nous qui le faisons, mais bel et bien eux. Encore une vérité qu'il ne faut pas voir, pas dire, au point que ce sont eux qui sont les plus stupéfaits de notre cécité volontaire. Les sophistes collabos ne manqueraient pas de rétorquer, si la chose se discutait, que chez nous, il y avait bien la journée du cochon, où l'on tuait l'animal en l'égorgeant pour récupérer son sang. Bref, que tout cela c'est dû pareil au même,
comme toujours. Sauf que non. D'abord le cochon était étourdi avant d'être saigné, ce qui n'est pas le cas de l'abattage rituel. Sauf que l'animal était respecté, sauf que le sens et la symbolique étaient tout autres, s'intégraient dans une tradition ayant une toute autre allure, comme l'apprentissage d'une certaine réalité de la vie et l'initiation qu'elle représentait pour les plus jeunes. Sauf que cela était la vie même, et son respect, pas l'amour de la mort. Il y a à cela non seulement des raisons de tempérament, mais de culture, et plus précisément de culture religieuse, ce qui peut amener à quelques considérations de fond, même si on les aborde rapidement et simplement. Que fait cette Aïd el-Kébir? Le sacrifice d'Abraham. On le dit point commun des trois grands monothéismes, et c'est encore une fausseté trompeuse. Que chacun s'y réfère n'en fait pas pour autant un point commun, tout dépend de ce qu'il en fait. Que l'on soit croyant ou non, et plus encore si l'on n'est pas croyant, au fond, cette histoire fixe un tournant hautement significatif dans l'évolution du rapport de l'homme au sacré primordial, celui de la transmutation du sacrifice humain en un succédané animal. Ce sacrifice a été par la suite de nouveau transfiguré en la figure de l'agneau pascal, du Christ. Ainsi, l'on est passé du terrible, avec un grand T, figure du sacré primitif qui transit violemment l'homme, cette origine religieuse de l'être proprement humain, cela dit sans référence à René Girard, qui peut néanmoins être vu comme une possible couche supplémentaire d'interprétation, du terrible donc au sublime, cette figure de l'humanité qui hérite du sacrifice divin et qui par là participe au dialogue que nous sommes, par son entremise. Fêter cette ultime figure du sacrifice, celui du Christ, c'est ce que renouvelle chaque messe, et toute la symbolique de cette célébration ne se comprend tout à fait que dans cette perspective. Dans le judaïsme, la fête de Rosh Hashanah célèbre le souvenir de cet événement en l'ayant profondément spiritualisé à sa façon. Seul l'islam en répète trivialement le geste et, avec une justification sommaire, la soumission à Allah et le don aux pauvres, il entretient un acte qui, paradoxalement, renoue avec le côté barbare qu'il voulait dépasser, tend à y revenir au lieu de s'en extraire définitivement, tend à la régression primale qui ne peut, quand un tel cap a été passé, et depuis des millénaires, que relever du primitif le plus élémentaire, à l'opposé de toute civilisation. Mais il faut que cela devienne, aberration parmi tant d'autres, une tradition et une fête française. Et alors, nous dirons les ravis de la crèche, fêtons tout, les fêtes musulmanes, bouddhistes, LGBT et autres, et oublions les chrétiennes, on en a soupé, vive la nouveauté, vive les autres, et crève charogne d'héritage. N'en doutons pas, un tel bazar ne peut que très bien se finir.